Bienvenue à tous, à toutes, bienvenue à ce nouveau Café Débat des Lyonnes. On est ravis de vous accueillir ce soir dans les magnifiques locaux du Life Hub de Bayer, qui est notre lieu labellisé. Vous savez qu'à l'équipe des Lyonnes, on a des lieux chouchous, on a des lieux labellisés qui nous accompagnent toute l'année. Et donc, chaque saison, on a des partenaires qui deviennent lieux labellisés pour toute la saison sur une série d'événements. Et le Life Hub de Bayer est partenaire de nos cafés débats. Donc on est très content de retrouver toute l'équipe de Bayer ce soir pour nous accueillir dans ce merveilleux lieu. Bienvenue aux Nouvelles Lyonnes. Bienvenue à un monsieur, parce qu'on a un monsieur ce soir. On fait la hola pour les messieurs. Bah oui, bien sûr, bravo. Eh oui. On s'y attendait pas, mais c'est parce qu'on aime bien partager ça fait ça, en fait, pour nous, d'habitude. Donc, comme ça, on inverse les rôles et c'est expérientiel, c'est très important. En tout cas, vraiment bienvenue ce soir. On est ravis de vous avoir. On va partager 1h30 ensemble pour pouvoir échanger sur ces parcours de ces femmes inspirantes, avec ce soir un thème qui visiblement vous a passionné, vous a donné envie de venir. Et puis, peut-être, Philippe, si tu veux venir dire un mot pour le Life Hub de Bayer. On s'en est pas parlé, mais on fait ça en direct. En tous les cas, merci de nous accueillir. On a un très beau partenariat avec le Life Hub de Bayer depuis quasiment le début de l'aventure des Lyonnes. C'est la fin de la 3e saison des Cafés Débats des Lyonnes. Je crois que c'est le 11e. Il ne faudra pas hésiter à venir au 12e. C'est Philippe qui fait les stats parce que moi, on ne me confie pas cette tâche. Il y en a 4 par an, 2 ans de fait, ça doit faire ça. Ouais, ça doit être ça. Parce que justement, peut-être que c'est pour ça, moi je suis un scientifique, peut-être pour ceux qui ne savent pas dans le lieu dans lequel ils sont, en fait c'est donc le Life Hub, mais c'est surtout, en fait, j'aime bien le présenter comme une porte ouverte sur le centre de recherche. Donc derrière, il y a à peu près 150 chercheurs, 200 personnes, 150 chercheurs, je suis l'un d'entre eux. Et en fait, on aime vraiment beaucoup nous travailler sur l'innovation ouverte, le dialogue et soutenir plein de belles initiatives comme l'équipe des Lyonnes. Et c'est donc un plaisir de vous accueillir à nouveau pour un nouveau Café Débat. Et n'hésitez pas à venir discuter. J'ai quelques collègues qui sont aussi dans la salle, qui seront ravis, si vous voulez, de vous expliquer un peu plus précisément ce que l'on fait dans ce lieu. On protège les plantes. Voilà, les belles plantes, pour avoir des belles plantes. Belles plantes, exactement. Merci, bon café. Merci beaucoup. Oui, Philippe le disait, en fait, à l'équipe des Lyonnes, aujourd'hui, vous savez, c'est un réseau, on est 3700, on a dépassé les 3700. On fait un événement par semaine pour celles qui découvrent et qui ne connaissent pas encore. On fait des petits, des moyens, des grands, mais surtout, la particularité de nos événements, c'est qu'au-delà d'avoir des contenus hyper intéressants et des intervenantes de dingue, on va en parler juste après, en fait, après, on aime la convivialité avant tout aux Lyonnes. Donc après, il y a toujours un temps consacré, notamment d'abord au verre de l'amitié, très important pour la convivialité, mais surtout parce que ça nous permet d'enclencher des échanges, de parler. Donc si c'est la première fois que vous venez, vous allez voir, vous allez sentir l'accueil de l'équipe des Lyonnes et vraiment la facilité à nouer des échanges et à parler, à échanger. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers les autres juste après, n'hésitez pas à aller vers les intervenantes, à poser vos questions. Enfin, vraiment, l'idée des Lyonnes, c'est ça, c'est de créer des liens, de créer des sujets de conversation et de ne pas hésiter évidemment à aller questionner les équipes de Bayer qui sont ici sur ce qu'ils font et sur les travaux de recherche qu'ils mènent. On avait fait une visite rugissante au mois de juin l'année dernière pour celles qui s'en souviennent et on était allés dans les laboratoires et on avait pu poser toutes nos questions. Donc voilà un peu pour le décor. Ce soir, je vais accueillir à mes côtés, alors je vais faire dans l'ordre de lecture sur à droite, enfin à ma gauche plutôt, à ma gauche, il y a Claire Bleton-Martin qui est en ligne avec nous en visio. Claire, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tout seul. Et à tout seul. Eh ben non, tout seul non, parce qu'il y a Philippe aussi, donc ils sont deux. Philippe. Ils sont deux. Voilà, bonjour à... Bonsoir, tout court. Donc Claire Bleton-Martin est en visio avec nous parce qu'il y a un petit cas de force majeure, une petite urgence qui a nécessité que Claire parte au Danemark. Donc elle est avec nous en visio. Donc merci beaucoup d'avoir tout fait pour maintenir ta présence à ce café débat. Et Claire, on le redira tout à l'heure, mais en fait a créé l'Année Lumière, qui est un programme de césure qui existe au Danemark et qu'elle a implanté en France à Lyon. Donc elle aura l'occasion de nous en parler. C'est un programme de césure pour les 16-25 ans. Donc elle aura plein de choses à nous expliquer sur son parcours. À ses côtés, en présentiel, dans la salle, nous avons Catherine Sonnette. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors Catherine, c'est Madame pilote commandante de bord d'Air France. J'aime bien dire ça parce que ça tout de suite ça pose. Alors vous n'êtes pas venue en tenue ce soir?
Non, je l'ai fait pour l'interview. Je me suis dit que voilà, je pouvais être moi-même, parce que c'est l'idée ce soir. Hein, c'est tout à fait l'idée, vous avez justement raison. D'être normal. Exactement, très bien. Bienvenue en tous les cas parmi nous. Merci d'être à nos côtés. Et puis à mes côtés, Laetitia Protière, vous êtes directrice communication et marketing d'une grande agence immobilière, de la place immobilière, qui est 6e Sens Immobilier. Bienvenue Laetitia. Merci, bonsoir à tous. C'est un promoteur. Promoteur, pardon. Voilà. Il y a l'agence 6e dit... Sens. Ah ok, mais c'est tellement grand, c'est plus. Vous allez nous expliquer. Je vais toutes vous voyez, ce sera plus simple pour moi parce que sinon je vais m'en mêler les pinceaux. Et donc l'idée de ce soir, c'est effectivement, c'était de vous parler. Le thème de ce café débat, c'est les plafonds de verre. Et l'idée des plafonds de verre, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que des fois c'est pas toujours clair. On a toujours cette expression des plafonds de verre, et puis on y met tout quelque chose, mais on ne sait pas forcément trop quoi. Et puis ça fait partie de ces expressions qui sont toujours un peu mystérieuses. Et on se dit, mais est-ce que moi je suis concernée aussi moi par les plafonds de verre ? J'ai pas forcément l'impression. Donc l'idée, c'était un peu d'aller explorer ça, ces plafonds de verre, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand on les dépasse ? C'est-à-dire, est-ce que quand on dépasse les limites qu'on s'est peut-être fixées à soi-même ou que les autres vous ont fixées, parce que les gens, vous avez remarqué, ils ont une espèce de facilité à vous mettre dans une case, et puis tu ne peux plus sortir de la case. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est les autres qui nous donnent un plafond de verre, ou est-ce que parfois on se le met tout seul en se disant que on n'est pas forcément capable d'aller chercher autre chose ? C'est ça qu'on va essayer de voir. Derrière ces mots, plafond de verre, qu'est-ce qui se cache exactement ? Est-ce que ça veut dire qu'on va gravir des échelons quand on essaie de dépasser son plafond de verre ? Est-ce qu'on s'impose dans des univers qui sont codifiés ? Voilà, on ne sait pas trop forcément. Il y a des codes dans les entreprises, il y a des codes dans les différents univers qu'on traverse. Et quand on n'a pas forcément les codes, des fois on est un peu bloqué. Est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce que ça veut dire faire plus ? Est-ce que ça veut dire faire mieux ? Ou est-ce que ça veut dire faire différemment ? Comment on fait pour les dépasser, ces plafonds de verre ? Et alors ce soir, on va essayer surtout de dépasser les récits inspirants. Alors, je sais, on aime bien ce mot, inspirant, inspiration. Je suis la première ambassadrice du mot inspiration. Mais on va essayer de dépasser le récit pour aller gratter. Parce que finalement, derrière ce qu'on y met, derrière cette intention, il y a aussi qu'est-ce que ça veut dire pour soi, dépasser un plafond de verre ? Qu'est-ce que c'est comme engagement ? Qu'est-ce que ça coûte de dépasser un plafond de verre ? Parce qu'on voit toujours les gens où ils arrivent, on ne voit pas le chemin à parcourir. Donc c'est toujours plus facile de regarder la lumière, mais pas forcément le cheminement. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça demande ? Qu'est-ce que ça coûte ? Et puis, qu'est-ce que ça transforme de dépasser son plafond de verre ? Parce que vous allez voir ce soir, les trajectoires, elles ne sont jamais linéaires. On a l'impression que les autres, ils font des trajectoires incroyables et que, hop, ça enchaîne comme ça, comme un long fleuve tranquille, et puis hop, on a des promotions, on vous appelle. On a toujours cette impression que, en fait, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va vous appeler et vous dire, mais en fait, c'est toi, on te veut, c'est génial, on a pensé à toi pour un truc extraordinaire. C'est un peu plus complexe que ça, en fait, dans la réalité. Et puis, vous allez voir ces trajectoires, finalement, vous ne le pensez peut-être pas, mais elles ne sont pas tellement différentes des nôtres, de trajectoires. Alors oui, évidemment, entre ma trajectoire et la trajectoire d'une pilote de ligne, commandant de bord, on se dit, oh, mais il y a un univers. En fait, pas tant que ça, on va le voir dans la façon de faire les choses et dans le parcours. Et puis, les trajectoires, elles sont faites de quoi ? Elles sont faites de choix, elles sont faites de renoncement, comme tout le monde en fait. Elles sont faites de doutes, de stratégies, d'adaptation à la situation. Et puis souvent, elles sont faites de détermination silencieuse. Celle qu'on ne dit pas, mais où on se dit quand même, cette petite musique qu'il faut écouter un peu plus souvent. La positive, c'est la version qui dit « mais si, tu peux y arriver », et pas la version « non, t'es nul, ça sert à rien, t'y arriveras jamais ». On la laisse de côté, celle-là, on se stimule. Et puis surtout, ces trajectoires qu'on va voir ce soir, elles ouvrent peut-être des trajectoires pour les autres, des chemins pour les autres. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir. Alors la vraie question, c'est peut-être pas seulement jusqu'où elles sont allées, mais peut-être jusqu'où collectivement on va s'autoriser ce soir à aller. Et c'est ça que je vous invite à découvrir ce soir avec nos invités. Donc je vous les ai présentés tout à l'heure. On va faire un premier tour de table, mesdames, parce que moi j'ai beaucoup parlé, mais après moi c'est fini, je vais juste vous poser des questions. C'est vous qui avez les réponses. On va parler un peu de vos parcours. Pour commencer ce premier tour de table, on va se chauffer sur ça, sur vos parcours. A priori, vous devriez pouvoir nous raconter en quelques minutes, dans les grandes lignes, vos parcours. Quelles ont été les étapes clés
Je me tourne peut-être vers Catherine, si vous voulez bien commencer. C'est moi qui commence, pas Claire? Ouais, ben oui. Ben non, je sais pas, ou Claire, tu veux commencer, Claire? Moi, c'est comme vous voulez. Moi, c'est comme vous voulez. Allez, bah Claire, on est lancé. On va commencer par toi. J'ai dit que j'allais vous voyez, mais je te tutoie. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques lignes, voilà, les étapes clés de ton parcours, s'il te plaît? Alors, étape clé, je passe mon bac, je repars pas en maternelle, hein. Je passe un bac sciences éco et je dis à mes parents que je vais être danseuse. Donc déjà, premier truc un peu bizarre. Choc. Je pars à Paris, ouais, premier choc pour eux. Je pars à Paris faire de la danse. J'ai fait de la danse jusqu'à mes 27 ans, tout en suivant des premières études qui étaient des études de psycho, puisque je voulais faire de la thérapie par la danse. Dès que j'ai eu ma licence, je ne voulais plus faire de thérapie par la danse. Et j'ai bifurqué sur les sciences de l'éducation jusqu'au doctorat. Et en parallèle, je travaillais, donc j'ai travaillé dans différents secteurs, centres sociaux, pour une ville, pour la formation professionnelle, puis l'enseignement supérieur. Donc, 20 ans à comprendre les forces et les limites de notre système scolaire académique. Et puis, sur mon dernier poste, pendant 10 ans, un poste à l'international qui m'a permis de découvrir d'autres modèles, dont celui du Danemark, qui m'a donné la dernière impulsion, je pense, pour en fait créer l'année-lumière, c'est-à-dire passer de l'analyse et des constats à l'action. Donc, en fait, j'ai jamais eu l'impression de mûrir, que j'allais sortir de quelque chose de classique. Enfin, j'ai fait un peu comme les choses se présentaient, avec des rencontres, des découvertes. Et puis le passage vraiment à l'année-lumière, hein, qui est une année de césure, comme tu l'as dit, pour des jeunes qui se questionnent, et ils sont nombreux dans cette période de passage de, on va dire, grand ado à jeune adulte. Eh ben, l'idée, c'est que je me retrouvais plus du tout dans ce qu'on demandait aux jeunes. Et du coup, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent. Très bien, bah écoute, Voilà. merci. Alors, on va continuer le tour de table et après je vous réinterrogerai sur ces différents parcours. Catherine, vous en quelques mots, enfin c'est votre parcours dans les grandes lignes, parce que c'était pas si linéaire que ça. C'est la mise à l'étrier qui est la plus compliquée dans mon métier. Ok. Une fois qu'on a accédé au métier, qu'on est rentré dans une compagnie aérienne, déjà on souffle, mais c'est le parcours pour y arriver qui peut être long et parfois un petit peu chaotique. Alors il n'a pas été tant que ça pour moi. J'ai su que je voulais faire ce métier-là dès le lycée, en fait. On pense toujours à la voie la plus évidente académique, qui est de faire une prépa pour passer des concours ensuite d'école pour devenir pilote type ingénieur. C'est comme ça qu'il faut faire normalement, on fait une prépa et on... C'est une possibilité. C'est une possibilité, ok. Parmi d'autres. Et la majorité font pas comme ça, et j'ai pas fait comme ça parce que j'étais plutôt bonne élève au lycée, mais j'avais pas non plus ni l'envie ni le niveau d'aller en prépa. Mais le concours est quand même accessible à d'autres cursus universitaires notamment. Donc j'ai fait ça, j'ai fait une licence. Et malheureusement, ce concours, il n'a pas marché pour moi. J'ai pas été sélectionnée, mais comme j'étais vraiment déterminée à faire ce métier-là, il y a d'autres options en fait. Donc, je me suis lancée dans une formation privée. J'avais déjà commencé pendant que je faisais mes études à l'université à piloter un peu en aéroclub, à passer les épreuves théoriques de la licence de pilote de ligne. Et puis, quand il s'est agi de vraiment passer professionnel et que le concours de l'ENAC n'avait pas marché, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour me former, en fait. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, à l'époque où je l'ai fait, donc c'était la fin des années 90, il y avait un taux de change dollar franc à l'époque, qui était très favorable et qui permettait de faire des formations moins onéreuses, de prendre des cours de pilotage moins chers. D'accord. Et puis accessoirement d'avoir une chouette expérience, voler aux États-Unis, d'améliorer son anglais, etc. Donc j'ai fait ce choix-là. Et je suis ensuite rentrée en France. J'ai fait un tout petit complément de formation pour obtenir mes licences de pilote européenne.
Et puis là, après, il fallait chercher du boulot. Donc, j'avais déjà, quand j'étais étudiante, fait plein de petits jobs et j'avais toujours essayé de rentrer dans le milieu, en fait, parce qu'il faut persévérer. Il faut intégrer le milieu par où on peut. Donc, j'avais travaillé notamment comme hôtesse de l'air pour des compagnies d'aviation d'affaires. Et puis l'été, je le faisais à Air France. Air France recrute des étudiants l'été en complément. Quand il y a une augmentation de charge de travail. Et après donc avoir passé mes licences, grâce à ces connaissances, en fait, j'ai pu rentrer en aviation d'affaires, pas comme pilote dans un premier temps, aux opérations aériennes aussi. Donc je faisais les plans de vol, je faisais un peu de commercial, un peu de tout en fait. C'était une toute petite compagnie et ça a permis à la compagnie de développer l'activité, donc d'avoir besoin de plus de pilotes. Et du coup, ils m'ont pris comme pilote et c'est là que j'ai eu vraiment mon premier poste de pilote. Donc ça, c'était en 2000. Et puis pendant ce temps, mon dossier était chez Air France et au bout de 3 ans à peu près, j'ai pu rentrer chez Air France et commencer vraiment ma carrière en compagnie. Ah oui, donc c'est vraiment déterminé. Vous vouliez ça. Oui, absolument. Vous n'avez pas lâché de vue son objectif. Ouais. Voilà. Après, une fois qu'on est en compagnie aérienne, encore plus quand on a la chance d'être chez Air France comme moi, là on est en CDI et puis la carrière évolue gentiment en fonction à la fois de ses envies, de son ancienneté. Et la grosse étape, c'était pour moi il y a 5 ans, c'était à mon passage pour le coup commandant de bord. Où là, c'est une sélection et un complément de formation, mais que la plupart d'entre nous passent. Et alors expliquez-nous, parce que nous, on n'a pas la distinction pilote, commandant de bord. Ouais. On croit que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Oui, alors le pilote de ligne, qui est vraiment l'appellation de mon métier, demande une licence de pilote de ligne, donc, qui est une compétence technique, donc avec une partie théorique et une partie pratique de formation à valider. Et quand on est dans un avion, un équipage est composé dans les avions modernes maintenant, c'est 2 pilotes. Oui. Il y a de nombreuses années en arrière, c'était 3, il y avait un mécanicien navigant, etc. Mais tout ça n'existe plus. Maintenant, un équipage de base, c'est 2 pilotes de ligne. Et ces 2 pilotes de ligne, ils ont exactement la même compétence technique. Ils ont la même licence. Ensuite, il y en a un des 2 qui est plus expérimenté et qui est désigné, qui a suivi une formation complémentaire sur l'aspect décisionnel et l'aspect management, qui est le commandant de bord. Mais techniquement, à la base, on a exactement les mêmes compétences. Donc celui que dans le commun dans le langage commun, on appelle copilote souvent. Oui. En fait, son appellation, c'est l'officier pilote de ligne. D'accord. Donc il est pilote de ligne. Il est assis à droite dans l'avion, on l'appelle communément copilote, et celui qui est assis à gauche, c'est le commandant de bord, mais il a la même licence, la même compétence technique, c'est simplement qu'en général, il est un peu plus vieux, comme moi. Et il est plus gradé. Il est plus expérimenté. Il est plus expérimenté, tout à fait. C'est surtout, c'est important, c'est celui qui prend la décision. Exactement, c'est celui qui a la responsabilité, qui a le commandement sur l'ensemble de l'équipage, sur les passagers, et qui est un peu le chef d'orchestre de la mission vol. En fait, on est né, au-delà d'être un pilote, qu'on est donc tous les 2 dans l'équipage, on est surtout un manager. On est un peu un mini chef d'entreprise à l'échelle de l'avion, en fait, pour le temps donné du vol. En fait, je retiens dans votre parcours 2 éléments clés. Un, d'abord, il faut réussir à être recruté dans une compagnie aérienne. Ça, c'est vraiment le Graal. Ouais. Et le deuxième Graal, c'est de passer ce statut supplémentaire. Passer commandant de bord. Et puis ensuite, on déroule sa carrière comme ça, gentiment. Donc, voilà, merci Catherine. On va revenir à votre parcours. Merci de nous l'avoir partagé. Laetitia, en quelques mots, quel est votre parcours? Pas linéaire non plus. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mon parcours scolaire, ça va aller très, très vite. Moi, je vais remonter un tout petit peu plus loin. Donc, je rate mon brevet des collèges, de manière flamboyante. À la suite, j'ai un BEP communication secrétariat. Je m'inscris pour un bac pro avec le CNED, mais je vais juste faire l'inscription. Je ne vais pas aller au-delà. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. 18 ans, donc j'ai besoin d'un travail. Et grâce à ma sœur qui est dans la salle, j'obtiens mon premier job de standardiste, dans un grand groupe. Merci la sœur. Et donc en fait, les étapes, ça va être quelques années de privé,
Ensuite, j'ai eu ma fille à 20 ans, donc 2 années de privé. J'ai ma fille. Et ensuite, je rattaque dans le privé, mais plutôt en mission intérimaire pour me former. En fait, j'avais dans l'idée qu'il fallait vraiment que je me forme au plus de méthodes possibles. Ouais. Voilà. Ensuite, je continue ma période privée jusqu'à mes 25 ans. Je me dis, tiens, je vais faire une petite pause, m'occuper un petit peu de ma fille quand même. Et puis, la NPE me rattrape. Voilà, et me dit, non, il faut travailler. Donc, j'ai un rendez-vous au Conseil régional Rhône-Alpes à l'époque. Voilà, donc je vais faire 6 ans de cabinet de Guérane, donc à la région. Je deviens fonctionnaire territorial. Ensuite, je vais demander une mobilité dans la fonction publique d'État, donc cabinet du préfet de région, où là, je vais, la première partie de cette mission-là, je vais rester sur le service élection. Il y avait l'organisation des élections 2014. Et ensuite, je vais passer au protocole du préfet, donc organisation de cérémonies, de dîners, de visites ministérielles, beaucoup de visites ministérielles. Voilà, et beaucoup de cérémonies aussi, de dîners. Donc une période très passionnante, très formatrice. À l'issue de ça, j'ai envie d'une collectivité un peu plus petite, retrouver un petit peu de contact humain, plus de proximité en fait. Donc je pars au cabinet du maire de Meyzieux, donc petite collectivité. Et en 2019, j'ai envie de tenter l'expérience du privé. Donc je prends une disponibilité. La fonction publique offre du coup cette possibilité de dire j'ai envie d'un autre projet professionnel. Donc c'est une disponibilité qu'on prend de 5 ans. Tous les ans, on renouvelle en disant est-ce que je veux réintégrer ou pas. Au bout de 5 ans, soit on réintègre 6 mois et puis on repart, soit on démissionne simplement de la fonction publique. Donc moi, j'ai pris une disponibilité en 2019 et j'ai rejoint fin 2019 le groupe Serfim, voilà, pendant 2 ans en tant qu'attachée de direction auprès d'Alexandra Mathiolon. Et en 2022, je rejoins le groupe 6e Sens Immobilier, donc en tant que directrice événement protocole. Et en 2023, je prends la direction de la communication et du marketing. Voilà. Mais alors là, vous nous faites l'histoire, on a l'impression que c'était clac. Mais en fait, à chaque étape, c'est les chocottes. Ah bah tout le temps. Tout le temps. Là, je suis pétrifiée, là. Ah voilà. Ouais. Ça se voit pas, dites-lui que ça se voit pas, parce qu'on est d'accord, ça se voit pas. Je suis pas loin de l'arrêt cardiaque, là. Ah, carrément. Est-ce qu'on a un médecin dans la salle? C'est juste pour savoir, au cas où. Mon mari fera le bouche à bouche. Très bien. Non, ça va, en fait. Pour l'instant, ça va, puisque tout se passe bien. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais je veux dire, c'est à chaque fois quand même des remises en question, de se dire, tiens, j'ai une opportunité, mais finalement, est-ce que... L'opportunité, le doute, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Enfin, c'est toute une remise en question à chaque fois. En fait, une réflexion, une remise en question sur soi-même. Enfin, c'est toujours limiter la prise de risque, réfléchir, et puis au final, se dire... Mais en fait, vous savez tout de suite que vous n'êtes pas en train de faire une trajectoire classique. Moi, dès que je m'inscris au CNED, je sais que je ne vais pas aller plus loin. Ah, carrément. Le fait d'arrêter les études, je sais que mon parcours va être plus difficile. Il va falloir que je me débrouille seule, que j'avance différemment, en fait, et tout le temps, parce qu'en fait, on est tout le temps... pour moi, les diplômes, je trouve que c'est quand même... c'est difficile, le parcours est beaucoup plus difficile en tout cas. Disons que les gens vous ramènent tout le temps à la question du diplôme. La question du diplôme, tant sur la rémunération en soi que dans les compétences. En fait, donc à chaque fois, il faut refaire ses preuves. Et je suis même arrivée à des entretiens avec des évaluations dithyrambiques sur mes compétences. Et en fait, à chaque fois, je repars du bas et je fais mes preuves. Et en même temps, c'est le jeu. J'ai choisi aussi de faire ça. Et voilà, donc ça dure assez longtemps jusqu'au moment où... Ce moment c'est le moment où moi aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau et sur un poste et dans une entreprise où je me sens bien, je suis appréciée, j'ai fait mes preuves et je suis appréciée pour le travail et les compétences que j'apporte. Et donc, je peux profiter maintenant, aujourd'hui, je profite aussi un petit peu de tout le travail que j'ai fourni durant tout un tas d'années pour arriver dans les fonctions dans lesquelles je suis aujourd'hui. Mais c'est ça, tout en ayant conscience que vous n'avez pas atteint votre plafond de verre. Oui, alors ça, c'est ce que dit mon mari. Chaque fois, il me dit non, mais tu n'y es pas encore. Et moi, je pense aujourd'hui que j'en suis pas loin quand même. Et le plafond de verre, pour moi, il y a un moment donné, avec mon parcours, je ne pensais pas déjà arriver sur le poste que j'occupe actuellement, avec les fonctions que j'ai. Donc, il y a aussi un principe de réalité. Enfin, moi, c'est ma vision des choses et je pense que j'en suis pas loin. Et pourtant, en même temps, la trajectoire que vous avez eue, vous avez occupé des missions incroyables,
pour lesquelles vous n'étiez pas prédestiné a priori. Non. Donc non. ça veut dire que c'est possible. Oui, bien sûr. Non, mais tout à fait, c'est possible, oui. Non, mais si on travaille, si... C'est du travail, c'est de la rigueur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment, vous êtes dit en conscience, bon, allez, j'arrête de me fixer des limites et j'y vais. Je prends le poste de la région, par exemple. C'était le premier gros gap, je veux dire, où là, je crois que d'ailleurs, vous sortez de l'entretien en disant ils vont jamais me prendre. Oui, en même temps, je m'étais donné à fond. Hein. Justement, les fonctionnaires travaillent pas. Moi, je travaille, j'aime travailler, je peux pas être fonctionnaire. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, vous avez dit ça pendant l'entretien. Oui. C'est bien. Ah, on le recommande pas, ça, normalement. Mais, non. Mais pour le coup, alors, donc, du coup... Ils m'ont rappelé l'après-midi. Ah oui. Je crois que c'est le mot travail. Ils se sont dit peut-être qu'on a un truc. Et en fait, j'ai découvert un univers incroyable parce qu'en fait, les fonctionnaires sont des serviteurs de l'État, mais pour de vrai, ils donnent tout, ils s'arrêtent jamais. Ils sont. Enfin, moi, j'ai vraiment découvert un univers. Et d'ailleurs, je suis restée dans la fonction publique très longtemps parce que je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de valeur. Et voilà. Et en fait, je suis revenue sur ma première idée de jeune fille. Oui, vous avez changé de regard, forcément. Mais vous, ça veut dire que ça vous a aussi ouvert des horizons et que vous vous êtes dit, bon, bah tiens, en fait, je peux y aller. J'ai regardé. Après, au départ, je n'avais pas forcément de stratégie. Et en fait, effectivement, je suis rentrée... l'administration permet vraiment d'avoir des passerelles et des ponts pour pouvoir passer de poste en poste, d'administration en administration. Enfin, c'est vraiment riche, en fait, pour pouvoir faire une carrière. Alors, parfois, quand je suis passée de la région à la préfecture, j'ai perdu du salaire, les rémunérations ne sont pas les mêmes, les primes ne sont pas les mêmes. En même temps, on gagne en compétences et ensuite, on passe ailleurs. Et je trouve que, oui, en rentrant à la région, ça m'a ouvert des perspectives. Catherine, vous avez eu l'impression d'avoir une trajectoire classique ? Parce que vous avez dit tout à l'heure, la première voie, j'ai voulu la prendre, celle que tout le monde prend, et puis finalement, ça n'a pas marché, donc hop, vous en avez pris plein d'autres. Alors, le fait de ne pas avoir un parcours classique, je le ressens surtout depuis toujours dans le regard des autres, en fait. Parce que depuis l'adolescence, depuis que je dis le métier que j'aimerais exercer et maintenant celui que j'exerce, moi et tous mes collègues, on suscite toujours la curiosité, l'étonnement, la fascination, pas l'étonnement. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai l'impression de ne pas avoir une trajectoire classique. De mon point de vue, si je me remets dans la peau de l'adolescente de 15-16 ans qui veut se faire ce métier-là, pour moi c'était une évidence. Et comme je savais que ça existait, pour moi c'était pas... Il n'y avait aucun obstacle, en fait. Les gens vous disaient quoi ? Vous disiez que vous n'alliez pas y arriver, que ce n'était pas possible ? C'était quoi qu'on vous renvoyait ? C'était plus de l'étonnement, en fait. Ah bon, on peut faire ça ? OK. Mais, quoi faire ? Pourquoi vous voulez être pilote ? Pas pourquoi, mais ah bon, c'est possible. Ah bon, il y a moyen, et oui. Donc, c'est vrai que c'est le thème de ce soir, mais... si plafond de verre il y a, en fait, moi je sais qu'il existe parce que j'en ai entendu parler, mais moi je ne le ressens pas en fait. Ah oui, c'est vrai. Pour moi, il n'existe pas et il ne devrait pas exister en fait. C'est une notion que je refuse en fait et que j'accepte pas et que tout comme l'étonnement que mon métier peut susciter, c'est quelque chose que j'entends et que je lis dans le regard des autres en fait. Oui. Mais ça veut dire que vous avez pas, c'était pas une impossibilité en fait, femme ou homme, j'ai envie de dire, vous êtes à pied d'égalité dans la difficulté à accéder au poste. Mais en même temps, il n'y a pas de femmes pilote de ligne. Comment ça se fait ? Enfin, vous en êtes illustration, mais parce que justement, dans l'inconscient collectif, c'est pas le modèle en fait. C'est pour ça que je suis là. C'est pour justement montrer que si on peut. C'est possible et que c'est normal. Moi, vraiment, le rêve que j'ai, ce serait, quand je parte bientôt à la retraite, tout le monde trouve ça normal qu'on soit pilote de ligne, et aussi bien si on est une femme ou quelle que soit son origine sociale, ethnique, peu importe. C'est combien le pourcentage de femmes pilotes de ligne ? C'est 10% à peu près. Et en fait, ces 10%, c'était déjà 10% quand j'ai commencé ma formation à ce métier. En fait, la proportion, elle n'augmente pas. C'est ça qui est très surprenant. C'est
non pas que les femmes n'y arrivent pas, parce qu'elles y arrivent très très bien. En général, celles qui commencent ont même quelque part plus de facilité à terminer. En général, celles qui se présentent au métier y arrivent mieux globalement que l'ensemble. Mais en fait, on manque de candidates. C'est-à-dire que candidates aux métiers, candidates aux écoles de formation, il y en a déjà 10% et on se retrouve toujours à 10% aujourd'hui. Tout simplement, je pense que c'est une question d'éducation, de modèle, de représentation. Oui, en fait. c'est ça. Donc les filles, les jeunes femmes ne se projettent pas. Et c'est bien dommage parce que moi j'adore mon métier et c'est un métier qui est formidable, y compris pour une femme en fait. Ah, vous savez que vous êtes un peu une petite vedette au sein de l'équipe des Lyonnes parce qu'en fait, on nous avait envoyé votre photo dans le cockpit d'un avion un jour. Et je pense que c'est une amie qu'on a en commun qui nous avait envoyé la photo en disant j'ai pris l'avion et figurez-vous les filles, j'ai croisé une femme pilote de ligne et donc je l'avais partagée dans le groupe WhatsApp des Lyonnes et là tout le monde avait fait ouais. Et c'est vrai que je m'étais dit moi-même mais en fait qu'est-ce qui nous arrive, on est fasciné de voir une femme et c'est vrai qu'on n'en voit jamais en fait. Et ça m'agace. Parce que je le vis tous les jours depuis toujours. Je veux dire, quand je croise des passagers, alors c'est souvent très positif. Hein. Les gens sont très contents. J'ai des passagers qui montent dans l'avion en me disant ouais super, on est contents. Bravo, femmes, notamment bravo, etc. Et en fait, j'estime ne pas mériter plus de bravo que mon collègue masculin à côté. Mais juste comme ça suscite l'étonnement, on nous remarque, et quelque part on ne devrait pas. Donc vous, je suis un pilote comme les autres, comme mes collègues. Et... Le plafond de verre, vous ne l'avez pas ressenti, c'est les autres qui vous font penser au plafond de verre. Et peut-être que certaines jeunes femmes se l'imposent parce qu'elles ne pensent même pas pouvoir faire un métier comme ça en fait. Alors que pas du tout. Donc moi, ce que je cherche vraiment à faire quand je suis là, quand je vais au-devant de mes passagers, quand je vais dans les écoles, les collèges, les lycées pour parler de mon métier, c'est justement essayer de démystifier ce métier et te dire que c'est un métier comme un autre. Alors, il n'est pas non plus forcément linéaire et il demande beaucoup d'implication, de travail, de détermination, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver, mais on peut tous et surtout toutes y arriver. C'est accessible à qui s'en donne les moyens en fait. Et une jeune fille ne devrait pas du tout s'interdire ce genre de métier si elle en a l'idée. Encore faut-il qu'elle en ait l'idée. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il faut le montrer et le diffuser. Parlez-en à vos filles, à vos sœurs, à vos copines, à vos nièces. C'est possible. Alors Claire, justement, c'est une belle transition parce que vous vous occupez des jeunes en césure entre 16 et 25 ans, mais votre trajectoire personnelle, elle n'a pas été classique non plus, elle n'a pas été linéaire du tout. Elle n'a pas été linéaire du tout, mais sans jamais que ce soit une décision, en fait. C'est ce que je disais, hein, c'est un peu des rencontres, des découvertes qui m'ont fait cheminer. Voilà, donc cette histoire de plafond de verre, moi je suis un peu comme Catherine. Je sais pas trop ce que... Et d'ailleurs, je me suis bien demandé pourquoi tu m'invitais ce soir. Mais voilà, donc, mais c'est bien, ça m'a aidé à réfléchir à la question. En fait, moi je pense juste que j'aime pas trop qu'on m'assigne à une place et je me sentais plus utile sur des enjeux en étant sur une autre place. Donc voilà, la place n'existait pas. Moi, je me qualifie plus comme une défricheuse. Voilà, j'ai défriché dans pas mal de trucs, les crèches d'entreprise à un certain moment, les semestres en anglais dans le travail social qui n'existaient pas. Voilà, moi j'aime bien mettre en place des trucs qui posent problème à des gens. Mais le plafond de verre, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, je me suis jamais sentie... en fait, j'ai jamais pris la question comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'irrite, qui t'agace, où tu penses que tu peux être utile, puis hop, j'y allais. Voilà. Mais par contre, c'est sûr que c'est une question qu'on aborde beaucoup avec les jeunes qu'on accompagne. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce que pour le coup, c'est rigolo que tu dises ça, parce qu'en même temps, tu es allé créer un programme qui n'existe pas du tout en France, précisément pour aider les jeunes à dépasser les leurs de plafond de verre. Oui, à oser.
à oser entreprendre leur vie, à oser dépasser les cases dans lesquelles on les a mis. Hein. Tu parlais de cases ou les places auxquelles on les assigne, eux, pour le coup. Après, pour tout un tas de raisons, hein, parce que oui, soit c'est des filles, soit ils se sont arrêtés en telle classe, comme le disait Laetitia, donc d'un seul coup, comme si plus rien n'était possible. Enfin, on a vite fait. Je pense que on est dans une société où on a vite fait de mettre les gens à des places et de leur faire croire qu'il n'y a plus que ça de possible. Or, 16-25 ans, c'est quand même l'âge où il y a plein de choses possibles. Alors, tout n'est pas possible. Hein. L'idée, c'est pas de penser que tout est possible tout le temps. Mais il y a quand même beaucoup de choix. Et en tout cas, voilà, avec du travail, quand on a des envies, il y a plein de passerelles, il y a plein de possibilités. Voilà. Est-ce que, Donc, est-ce que tu effectivement, peux nous dire peut-être justement là, les jeunes dont tu t'occupes, le programme des 16-25 ans, ça concerne qui ce programme? C'est tout le monde? Non? alors, ouais, plein de jeunes différents. Quand on a commencé, on nous a tout de suite dit, ah oui, c'est une école pour les jeunes décrocheurs. Alors oui, on a des jeunes décrocheurs parce qu'ils ne sont pas scolaires, mais on a un système scolaire qui ne valorise que 2 types d'intelligence alors qu'il y en a beaucoup plus. Donc on peut avoir des jeunes décrocheurs, mais on peut aussi décrocher non pas pour des raisons scolaires, mais pour des questions alors, dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment, comme le harcèlement. On a des jeunes qui ont été hospitalisés. Donc, on a des jeunes ou qui sont encore hospitalisés, notamment des jeunes filles anorexiques. On travaille avec Léon Bérard sur des jeunes en rémission de cancer. Donc, ça peut être des choses qui peuvent arriver à tout à chacun sans prévenir. Mais on a aussi des jeunes qui, devant les 25 000 propositions de Parcoursup, n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Et pas parce qu'ils n'en ont pas les capacités, mais parce que c'est une question de plus à se poser dans un moment où il y a déjà plein de questions et que voilà, ils prennent juste le temps de se poser, ce qu'on les invite peu à faire. Et puis on a des jeunes qui ont essayé des choses et à qui ça n'a pas plu. On a des jeunes qui ont été un peu poussés par les parents. Je ne jette la pierre à aucun parent, je suis moi-même parent et je sais comment, sans vouloir, on influence un petit peu, mais qui au bout de 2-3 ans d'études se dire ben non, c'est pas vraiment mon truc. On a de plus en plus de jeunes qui ont entamé des études supérieures et qui reviennent à des métiers manuels. Enfin, D'accord. voilà, on a tous les cas de figure. On a autant de situations que de jeunes et on accepte tout le monde. Voilà, l'important c'est d'avoir envie de se mettre au travail pour construire la suite de son parcours, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, qui est prenant pour eux. Alors, toi, tu dirais que qu'est-ce qui a été le plus grand frein, pour revenir à ton parcours à toi, le frein le plus fort dans ton parcours? C'est quoi? C'est interne, c'est externe, ou t'as pas eu de frein, t'as pas l'impression d'en avoir eu? Alors moi, en fait, je remercierai jamais assez mes parents, même s'ils ont un peu boudé un moment, de m'avoir laissé poursuivre une carrière de danseuse, alors que j'étais au conservatoire depuis toute petite, mais je pense que pour eux, c'était un peu une blague quand on m'a demandé longtemps ce que je voulais faire, je disais je voudrais être danseuse. Je pense enfin voilà. Et en même temps, je me rends compte à quel point ça m'a nourri, ça m'a permis d'aller au bout de quelque chose, et puis voilà, de rebondir après. C'est ce que j'arrête pas de dire aux jeunes, c'est nourrissez ce qui vous intéresse et vous interdisez rien. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai eu des freins. J'ai jamais eu. Par exemple, j'ai fait mes études en petits bouts. J'ai fait 3 ans de licence, puis un enfant. À l'époque, c'était encore une maîtrise et un master, puis un autre enfant. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai toujours suivi. Je sais, mais je sais pas si j'ai eu des freins particuliers. Mais est-ce que tu as eu besoin de renoncer des choses? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été obligée, où tu as été contrainte de renoncer ou de repousser ou de prendre des décisions Oh bah difficiles? oui, mais ça c'est la vie. Enfin, ça c'est la vie. Pas des gros renoncements ou des grosses contraintes, mais bah, il y a toujours un moment où il faut choisir, quoi. C'était difficile. Je me rappelle très bien avoir soutenu, ça devait être mon Master 2 avec un bide. J'ai accouché 15 jours après avec le jury qui me proposait gentiment de faire une thèse. Et j'aurais dit, bah, écoutez, je vais faire une thèse biberon, puis je verrai après. C'était absolument pas le moment. Mais c'était pas un renoncement subi, c'était parce que j'avais fait des choix. Par contre, oui, enfin, nous, on dit aux jeunes, oui, choisir, c'est renoncer.
Et il y a toujours des moments, mais il y a tellement de possibilités maintenant. Alors après, le vrai renoncement, c'est de me lancer dans l'année-lumière. Euh, à une époque où j'avais un super bon poste, un super bon salaire, voilà, et d'un seul coup, je me rappelle très bien parce que les enfants qui me parlaient beaucoup de décroissance, j'ai 4 enfants qui à l'époque avaient entre, on va dire, 15 et 21 ans, je leur ai dit, youpi, à force d'en parler, vous allez voir, on va le vivre. Donc le ski, zoom, les machins, voilà, je leur ai dit, vous allez voir, je monte une asso, et là, voilà. Mais en même temps, oui, je pense qu'on n'a rien sans rien. On n'a pas grand-chose sans travailler. On n'a pas. Voilà, donc il y a toujours des moments où il faut remettre les choses en question si on veut progresser. J'ai fatigué pas mal de copines aussi qui me disaient mais pourquoi tu refais encore un truc quoi? Ça te va pas? Mais si, ça me va bien, mais je sens que je suis plus utile. J'ai fait le tour du truc. Il y a d'autres choses à faire. Si on veut faire bouger les choses pour les jeunes et voilà. Mais je sais pas si j'ai eu Mais t'as de jamais eu de gros. doute? Tu t'es jamais dit est-ce que je fais bien de faire Bah, ça ou est-ce que j'ai pas fait une connerie? ah, mais des doutes, on en a tous les jours, hein. Enfin, je dis on, j'en ai tous les jours. Tu te lances dans un truc, personne n'en a entendu parler, tout le monde te considère comme un ovni. En plus, tu prônes exactement l'inverse de ce que tout le monde prône, c'est-à-dire plutôt que de se dépêcher en ligne droite, aller chercher des diplômes, tu dis mais non, laissez-leur le temps. Donc, t'as beau dire chez les Danois ça marche, tu sais pas si ça va marcher en France, mais en tout cas en disant il faut qu'ils se connaissent, qu'ils découvrent leur environnement, qu'ils prennent leur vie en main parce que c'est des compétences qui servent toute la vie. Et on n'a pas besoin de les presser et de remettre du stress au stress. Voilà, donc oui, tu doutes en voyant la tête des gens, tu doutes en voyant les premiers refus de financement, parce qu'en plus j'ai fait le choix de l'intérêt général, donc d'une association. Donc d'aller, et t'expliques, tu réexpliques. Si, tu doutes sans arrêt, tu doutes sur la capacité à payer les salariés en fin de mois au début, tu doutes souvent. Mais en même temps, là pour le coup, alors je pense que quand j'ai monté l'année-lumière, j'avais déjà une expérience d'entreprise plus jeune. T'es quand même un peu lucide, quoi. Enfin, ouais, c'était un pari. C'était un peu un pari. Si ça marche pas, on fera autre chose. Enfin, je veux dire, voilà, je pense que, ouais, je pense que effectivement, d'essayer de faire bouger, ça nécessite de prendre les risques. Prendre des risques, qui sont des risques mesurés. Voilà. Peut-être le truc qui est compliqué aussi, je trouve, c'est d'être exposé à la critique. Mm. Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu fais rien, tu es un peu tranquille. Quand tu fais, ben, il y Oui. a toujours des détracteurs. Voilà. Mais en fait, je me suis dit, en réfléchissant, tu vois, à toutes tes questions et au thème, je me suis dit que sans doute, il fallait pas trop réfléchir. Si on veut, si on veut dérouler des trucs sans trop penser plafond de verre ou empêchement ou regard ou machin, je pense qu'il faut. Il y a des trucs comme ça dans la vie, quand on fait des enfants, quand on. Voilà, je me dis, il faut réfléchir et pas trop. Voilà. Mesuré. Merci Claire. Et Catherine, c'est quoi le frein le plus fort dans votre parcours, dans votre trajectoire? C'était les autres? Parce que vous avez, Il est c'est- conjoncturel. Il est Conjoncturel. très très conjoncturel Ah. dans ce domaine-là. L'aérien, c'est le premier domaine qui ralentit, voire qui s'arrête complètement quand on est en crise économique. Enfin, c'est les Comme premières maintenant, coupes vous voulez budgétaires. dire? Voilà, c'est les premières coupes budgétaires qui sont faites par les entreprises et par les voyageurs. Et du coup, c'est un domaine qui est très cyclique, où l'emploi est très cyclique, puisque une compagnie aérienne, quand elle va bien, qu'elle croît, elle recrute. Et puis, quand il faut se mettre en pause, elle arrête de recruter. Donc, c'est vrai que pour tous ceux qui se lancent dans ce métier-là, il faut savoir qu'on s'expose à peut-être des périodes euphoriques où parfois, pour certains, ça va très très vite, on se forme et pouf, on est tout de suite recruté, embauché. Et puis parfois, ça prend longtemps, plusieurs années. Et donc, il faut être conscient et prêt à accepter
ce risque et cette temporisation qu'on aura peut-être avant de trouver un métier. En ce qui me concerne, ça n'a pas été trop long. J'ai mis à peu près, entre la fin de ma formation et l'entrée en compagnie, j'ai mis 3 ans, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Il y en a qui rentrent tout de suite dans une compagnie aérienne après leur formation, et puis il y en a qui attendent de nombreuses années. Mais quand on est déterminé, quand on va au bout des choses, on finit par y arriver. Donc, oui, mais faut rien lâcher. Il y a des moments où on doute. Je veux dire, vous rentrez dans une petite compagnie, vous galérez pour allez hop, je rentre, c'est bon, mais après vous voulez aller là-haut. Donc il n'y a pas des moments où on se dit, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. On peut se dire ça, mais il faut rien lâcher. Alors comment on fait pour lâcher? On s'automotive, Oui, c'est ça. C'est pas perdre de vue son objectif, pas perdre de vue son envie. Et puis, il faut accepter aussi parfois de faire des... Claire, tout à l'heure, par les choix. Les choix, ils sont hyper importants. C'est en fait, on choisit de peut-être d'accepter un autre modèle, de faire autre chose en attendant des jours meilleurs, en fait. Et ce qui est très riche, puisque finalement, on vit d'autres expériences en attendant. En ce qui me concerne, j'ai accepté... déjà, les premiers jobs que j'ai faits, c'était pas le final, mais c'était très riche, parce que maintenant, je sais ce que vivent mes collègues hôtesse et steward en cabine, puisque j'y suis passée aussi avant. Mon premier job donc était aux opérations aériennes. C'était pour une toute petite structure, qui n'était même pas une structure d'ailleurs, hein, j'avais un bout de bureau et un téléphone, et c'était à peu près tout. J'étais pas déclarée. J'ai accepté ce genre de choses, alors qui n'est pas la norme et qui n'est pas normalement acceptable avec le droit français, mais n'empêche que ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et de vivre plein d'expériences. Donc voilà, faut pas perdre son objectif de vue et avancer avec les opportunités et les rencontres qu'on fait. Moi, j'ai une question supplémentaire, parce qu'en plus de ça, vous avez forcément un rythme de vie professionnelle particulier, parce que vous êtes pilote de long courrier. Donc ça veut dire que vous avez un cycle et des horaires un peu particuliers. C'est pas compliqué, ça, à gérer dans une vie de famille? Alors ça, c'est un choix de vie déjà au départ, parce que justement, ce choix de métier à la base, il a été pour moi en grande partie parce que c'est le modèle d'existence qu'on se choisit. Hein. Ouais. Moi, les horaires de bureau tous les matins à 8h et finir à 17h, c'était juste pas possible. C'est pas votre truc. Ça m'angoisse pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Je préfère les horaires décalés et pas être enfermée. Mais ceci dit, cette question-là, c'est pareil, cette question, sans manquer de respect à je vous en prie, on est là pour ça. Est très agaçante, parce que est-ce qu'on aurait posé la même question à une infirmière? Est-ce qu'on aurait posé la même question à une hôtesse de l'air, à une personne qui travaille en restauration? Alors, ça tout à fait normal. Honnêtement, je pense que oui. Mais non, parce que c'est quand même des métiers où forcément on s'interroge. C'est des choix de vie, et encore une fois, souvent on se pose moins la question pour quelqu'un qui travaille dans un hôpital ou un resto et qui a aussi des horaires décalés et qui peut avoir du mal à gérer sa vie de famille. Et donc en fait c'est la même chose, on s'organise, avec la différence qu'en ce qui me concerne c'est encore plus facile, parce que j'ai un niveau d'emploi relativement important, avec le salaire qui va avec, et que c'est beaucoup moins compliqué pour moi de trouver un mode de garde, d'embaucher une nounou, que ça peut l'être pour une hôtesse ou une infirmière ou pour une serveuse dans un resto. Oui. Donc c'est une question d'organisation en fait, et ça se fait très très bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était très drôle quand mes enfants étaient à la maternelle. Je me suis investie dans les assos de parents d'élèves, etc. Et c'est vrai que par mon métier, j'étais absente des fois 3-4 jours d'affilée, mais ça, les autres parents ne le voyaient pas forcément. Par contre, les jours où je ne travaillais pas, sur mes jours de repos, j'étais là à 11h30 pour les récupérer et les emmener déjeuner. J'étais là à 4h30. J'ai fait un nombre de sorties scolaires pas possible. Et en fait, ceux qui ne me connaissaient pas au départ pensaient que je ne travaillais pas. Et quand ils apprenaient ce que je faisais, tout de suite, c'était étonnant. Et en fait, j'adore ce rythme de travail, parce que justement, il m'a permis ça, il me permet encore ça. Moi, je vais prendre un rendez-vous chez le médecin ou aller faire mes courses en dehors des heures de pointe, c'est pas un problème, parce que
Alors oui, je travaille le week-end, je travaille les jours fériés, je suis partie plusieurs jours d'affilée, mais en contrepartie, j'ai aussi beaucoup de temps de repos et pas en même temps que tout le monde, donc c'est plutôt sympathique en fait. Non, mais je pensais plutôt physiologiquement, parce que c'est vrai que quand même, quand on est jeune, ça va, on récupère facilement, mais là, il y a des décalages horaires, des machins comme ça, et moi, je me disais... Alors ça, on apprend à se connaître, on apprend à gérer. D'accord. On peut aussi faire des choix de carrière en fonction de ça, hein. C'est vrai que là... En ce moment, je fais du long courrier parce que j'aime bien ça et que ça me correspond, et parce que même si on n'est pas parti plus longtemps, qu'on a des vols de nuit, qu'on a du décalage horaire, en contrepartie, on a encore une fois beaucoup de temps libre et beaucoup de repos. Ah, mais on peut choisir, on peut se dire tiens, je fais pas, là j'ai plus envie de faire des longs courriers. Dans les grosses compagnies, comme c'est le cas pour moi, qui font les deux types d'exploitation, du long et du moyen courrier, oui, j'ai des collègues qui ne veulent surtout pas venir sur long courrier parce que justement, les vols trop longs, ça les ennuie, les nuits en l'air, ils supportent pas, ils dorment pas. Ils dorment mal, et ils préfèrent faire de l'exploitation moyen courrier, où là, on a quand même des horaires décalés parce qu'on peut travailler très tôt le matin ou très tard les soirs. Mais globalement, on dort dans un lit à peu près toutes les nuits et on mange à des horaires à peu près réguliers. D'accord. Donc ça, c'est des choix de carrière qu'on peut faire aussi en fonction de sa propre physiologie. Et puis ensuite, gérer sa fatigue, gérer son énergie, ça, chacun a ses petites ficelles, on apprend à le faire avec le temps. Alors on n'est pas tous égaux devant ça, hein. C'est un vrai sujet dont tous mes collègues parlent régulièrement, mais qu'on apprend à gérer. Ok, très bien. Merci Catherine. Alors Laetitia, on se disait, c'est quoi le frein le plus fort dans votre parcours? Ça a été quoi? C'était c'est vous qui vous êtes mis les freins ou c'est Non, moi j'ai plutôt... Ça va remarcher. Si, ouais, c'est bon. Ça marche. Non, pas de frein. C'est le micro qui est coupé, ça c'est un frein. Ça, c'est vrai que c'est un frein. Par exemple. Non, j'ai plutôt avancé pas à pas. J'ai pas, hormis mon niveau scolaire, qui parfois était un frein. Peut-être ma dégaine quand j'étais jeune, parce que j'ai été très garçon manqué pendant très longtemps. Donc c'est vrai que j'arrivais sur des postes, je faisais pas forcément attention. Donc je me retrouvais parfois sur des entretiens, je voyais des femmes qui arrivaient en tailleur, tout ça. Je me disais bon, c'est cuit. Et donc non, j'étais pas de frein. J'ai avancé pas à pas. J'ai pris les opportunités. Et vous avez jamais eu de doute ou de je sais pas, des renoncements, de vous dire non mais ça, vraiment, je suis coincée là ou j'y arriverai pas? J'ai eu des doutes et j'y suis allée. Alors après, j'ai eu des grands moments de panique. Parfois en me disant ça va pas passer, sur des surcharges de travail, en fait, parce que du coup, ça, je rebondis, parce que même quand on est dans un bureau, on peut faire des horaires de dingue, et notamment chez les fonctionnaires, par exemple sur une visite ministérielle, les agents sont mobilisés et parfois ils travaillent la nuit et parfois ils travaillent jusqu'à des emprises horaires très tardives. Donc en fait, on peut être aussi dans des bureaux et avoir une emprise horaire assez impressionnante. Et moi, mes filles l'ont vécu sur toute ma partie fonction publique où j'avais une emprise horaire très 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 large. Donc voilà, donc oui, des doutes, et puis en même temps, non, on avance. Voilà, alors des moments de panique, surtout les garder pour soi. Enfin, moi, je partais du principe jamais montrer ses failles. Oui. Voilà, donc d'ailleurs aujourd'hui, on m'appelle le dragon dans mon service. Voilà, j'essaye de garder. Alors, je suis peut-être un peu froide, mais parce que parfois je doute, et mes doutes, je les garde et j'essaye de maîtriser aussi. Et de toute façon, ma phrase, je me suis toujours dit, ça va passer. Voilà, la journée va s'achever, mes missions vont être terminées, donc on respire et on y va. Et on ne dit rien à personne parce que ça passe. C'est ça. Le monde ne va pas s'effondrer. Mais par contre, c'est intéressant ce que vous dites sur ça, parce que c'est vrai qu'en fait, le fait de partager ses doutes, parfois, c'est contre-productif. Oui, et puis en fait, quand on cherche des puces, on finit par en trouver, quoi. Donc, il y a un moment donné, voilà, on a ses doutes. Parfois, je partageais en famille. C'est là où moi, je suis sûre que... Oui. Voilà, il n'y a pas de sujet, et puis voilà, donc puis on avance et on prend sur soi. C'est une projection qu'on donne aux autres aussi, en fait, dans ces équipes. Ouais. Si on est en panique à l'arrivée du ministre. Rester, c'est ça. Voilà. Faut prétendre, faut faire comme si tout allait bien. C'est ça.
Alors justement, on va parler de stratégie et de levier et d'audace. C'est quoi vos leviers pour avancer? Est-ce qu'il y a eu des moteurs particuliers qui vous ont dit, est-ce que vous avez activé est-ce que le moteur, c'est le travail? Est-ce que ça a été d'activer des réseaux? Vous l'avez un peu dit, l'une et l'autre, c'était pas forcément les mêmes choses, mais Catherine, vous avez dit qu'effectivement, à un moment donné, il fallait connaître un peu les codes, les cercles, et que ça générait évidemment, une fois qu'on s'est fait connaître quelque part, on fait plus facilement appel à vous. Peut-être Laetitia, c'est plus le travail, le moteur dans un premier temps, et puis après peut-être les réseaux. Toujours ma recette, 80% de travail, 10% de rencontres, 10% de chance. Ça équilibre pas mal les choses en ce qui me concerne, quoi, sur mon parcours. Ça a été marquant. Ouais. Et le travail vous a fait être reconnu et on est venu vous chercher. Être reconnu et du coup progresser sur mes postes, évoluer, parce qu'au conseil régional, j'ai fait 3 postes différents. Donc voilà, j'ai évolué. En préfecture, j'ai fait 3 postes différents aussi. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de me faire mon réseau aussi. De rencontrer des gens qui ensuite, quand je suis passée dans le privé, on est venu me chercher. Pour le coup, j'ai attendu, mais on est venu. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est un bel exemple. On est venu me chercher en me disant, alors je connaissais la personne. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher de manière générale. Hein. Normalement, voilà. N'attendez pas, mais par contre, des fois, ça se produit. Ça se produit. Là, en l'occurrence, c'est une personne avec qui j'ai travaillé, qui m'avait connue à la région en 2006. Et en 2019, il vient me chercher en me disant, voilà, je connais tes compétences, je sais de quoi tu es capable. Il y a un poste qui s'ouvre. S'il te plaît, fais-moi confiance. Oui. Donc, et je connais ta force de travail. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Parce que c'est pas par hasard qu'on est venu vous chercher, c'est parce qu'on vous avait vu faire. Oui. Ah oui, il m'avait vu travailler, etc. Donc, je lui avais donné confiance. Voilà, il y a la fidélité, la confiance, et puis la force de travail, les capacités. Moi, j'ai jamais dit non à un truc qu'on me demandait de faire, quoi. Parfois, je me suis retrouvée à travailler toute la nuit en me disant sans IA, parce que maintenant, avec l'IA, c'est plus confortable quand on vous demande un truc à peu près impossible. On se dit on va s'en sortir. À l'époque, ça demandait un peu plus de travail, quoi. Donc, par exemple par exemple, un jour, j'ai un de mes présidents qui vient et qui me dit il me faut un cahier des charges pour un contrat. Je vais lancer un marché de nettoyage sur des bâtiments. Il me faut ça pour demain. Voilà. Ah oui. Oui. Et vous l'avez fait? Ça m'a pris un peu de temps. 3h du matin, c'était terminé. Ah oui. Vous plaisantez pas? Non, je plaisante pas parce que quand on me donne une mission, je la termine. En fait, ma force jusqu'à présent, ça a été d'être indispensable et de faire les missions, trouver les solutions. Il ne faut jamais être un problème, il faut être une solution. Voilà, ça c'est plutôt ma vision des choses. Donc voilà, partant de ce principe. C'est comme ça que vous êtes rendu incontournable. Ouais, comme ça. Donc, et puis le réseau, les rencontres, on est revenu me chercher pour 6e sens. Et voilà. Donc les rencontres dans votre trajectoire, elles ont la chance compté. De rencontrer les bonnes personnes, quoi. Ouais. Au bon moment. Et après, le travail fait que ces personnes ont confiance. Et donc voilà, et ça fait du coup une belle énergie. Quand les planètes s'alignent, ça fonctionne, quoi. Catherine, c'était quoi qui a été marquant pour vous? C'est le réseau, c'est l'obstination, c'est les rencontres. C'est beaucoup la détermination, effectivement. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure, garder son objectif son cap. Vue, en ligne de mire envers et contre tout. Et avec des parcours qui peuvent être variés et différents, parce qu'on a dans ce métier-là, il y a plein de parcours différents finalement et qui sont tous très riches. Donc oui, garder son objectif et puis en attendant de décrocher un peu le Graal, de ne pas hésiter à vivre d'autres expériences, parce que j'en ai essuyé des refus. Hein, quand j'ai été licenciée, alors licenciée pas... j'ai pas perdu mon travail, j'ai obtenu la ma licence de... Ouais. J'ai été déposer des dizaines de CV. C'était une époque où il n'y avait pas Internet, ni les mails, etc. Donc je suis allée sonner à la porte des compagnies, déposer des CV, etc., où on ne vous répondait même pas. J'ai envoyé des dizaines et des dizaines de candidatures. Et puis, grâce effectivement à quelques connaissances, à un milieu qui ne m'était pas étranger, celui de l'aviation d'affaires, j'ai pu comme ça trouver un premier poste. Et puis après, on met le pied à l'étrier. Donc l'adage, la chance sourit aux audacieuses. Donc oui, la chance, c'est un facteur très important, ça c'est sûr. Hein. Mais on la provoque. On provoque un peu sa chance. Voilà. On peut
être très moteur dans sa chance. Donc, faut garder Il faut un peu l'esprit tout ouvert travailler, c'est-à-dire et- qu'il faut travailler le projet, il faut travailler les réseaux, les rencontres. L'objectif, la ligne de mire, elle ne change pas. Et puis, être ouvert à tout et à plein de choses. Et tester saisir des choses, en fait. opportunités, bien sûr. Et puis, pas hésiter à faire autre chose. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la conjoncture impacte beaucoup le recrutement dans ce métier-là. Donc, pour arriver au bout, parfois, il faut être patient. Il ne faut pas hésiter à aller faire autre chose parce que c'est toujours riche, c'est toujours une belle expérience. Et puis, pas se décourager en se disant que ça finira par venir. Oui, c'est ça. Ça va être difficile. Mais Donc, on peut vivre c'est comme ça. d'autres expériences Oui. en attendant, faire autre chose. Et d'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de collègues, pour certains qui avaient fait des reconversions, qui avaient fait un autre métier Ah oui. avant. Oui, c'est possible, tout est possible. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ça tout petit que ça peut pas venir un peu plus tard. On peut, quel que soit son métier, en changer, se reconvertir, faire autre chose. On a des beaux exemples à ma droite et à ma gauche de personnes qui ont vécu plein de métiers différents. C'est aussi possible dans le mien. Il y a des personnes qui ont fait autre chose avant et puis qui un jour se disent en fait c'était ça mon rêve, qui se lancent et qui y arrivent. Très bien, c'est possible. Claire, j'allais dire, est-ce qu'il y a une décision, une prise de risque qui a tout changé? En fait, tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'année-lumière, c'était... Mais en fait, tout ton parcours est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, hop, je change, j'ai envie d'adresser une nouvelle problématique, je change. Mais c'est quoi les leviers qui t'ont permis d'avancer? C'est la force de travail, c'est les réseaux, c'est les rencontres, c'est quoi qui a été moteur pour toi? Alors, bon, la force de travail, je pense qu'il faut le dire parce que sinon on laisserait croire qu'on fait ça en loisir. Or, c'est un vrai investissement. Mais sinon, moi, je pense que oui, le réseau et les rencontres ont été vraiment, vraiment importantes. Euh, L'expérience, quand j'ai lancé l'année-lumière, j'avais déjà plus de 25 ans. Les cheveux blancs, des fois, ça sert dans l'éducation. Et je pense que voilà, il y a des métiers où on est plus crédible, on n'arrête pas. Enfin, l'éducation, ça a ce côté bon que l'éducation, quand même, que l'expérience, pardon, ajoute en crédibilité, voilà, je pense que ça a pu jouer. Et puis, ouais, le réseau dans le sens où le projet de l'année-lumière ne pouvait pas se monter tout seul. On travaille avec des administrations, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des associations. Et pour faire bouger les choses, dans ton coin tout seul, tu peux rien. Et on a des bénévoles, j'ai une équipe qui est absolument incroyablement investie. Voilà, donc oui, je pense que le collectif a fait beaucoup. Voilà, le travail, les cheveux blancs et le collectif. Mais moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il faut une stratégie pour développer sa carrière ou est-ce qu'il faut accepter de ne pas tout maîtriser et que parfois il y a des opportunités qui se présentent qui n'étaient pas attendues ou parfois on voulait faire un truc et puis finalement on en fait un autre et c'est OK. C'est quoi Moi, je dirais Parce que qu'il faut c'est un pas peu un pareil. mélange des deux. Ouais. Moi, je pense qu'il faut un peu un mélange des deux, c'est-à-dire un cap clair, une intention de ce que tu veux faire et pourquoi. Et dans mon cas, même si les objectifs ont varié, je me rends compte quand même que l'autre est là où il y a des soucis que moi-même, sans doute, j'ai vécu. J'ai parlé des crèches d'entreprise, j'ai été jeune maman et j'ai un peu galéré à tout concilier. J'ai eu des grands après, donc je pense que moi, à chaque fois, c'est de voir soit moi, soit voir les autres galérer qui me poussent à agir. Donc il faut à la fois avoir une intention et la vision de ce que tu veux faire, et en même temps, il faut rester ouvert aux opportunités et il faut s'adapter, se remettre en cause en gardant le cap et s'adapter sans arrêt. Et puis je rejoins beaucoup Catherine et Laetitia aussi, rester ouvert aux propositions, faire d'autres expériences en parallèle. Moi, au début de l'année lumière, par exemple, j'avais évidemment pas de quoi me payer et j'avais pris la décision de faire rentrer des compétences avant de me sortir un salaire. Et j'allais donner des cours chez des confrères de temps en temps. Je faisais une ou deux confs par-ci par-là. Ça me passionnait pas parfois, mais au moins, voilà. Donc j'ai appris d'autres choses par ces biais-là. Je pense qu'on partage quelque chose, il me semble, c'est le fait de voir les côtés positifs
des choses et donc d'être optimiste et de se dire à chaque fois qu'on passe à autre chose, de se dire waouh, chouette, ça, c'est fait. Et puis, plutôt que se dire ah bah il y a tout ça que j'ai pas ou ça met trop de temps, voilà. Et puis de se dire aussi qu'on apprend tout le temps, partout, de toute expérience, de toute rencontre. Et ça, je pense que ça nourrit. Ça vient nourrir après les étapes successives, mais je répète, hein, pas trop réfléchir non plus. Un peu, mais pas trop. Un peu, mais pas trop. Alors Catherine, on l'a déjà peut-être un peu dit, mais stratégie ou acceptation qu'on maîtrise pas tout? Un objectif clair, aller là où on veut. Par contre, il y a des facteurs externes qu'on ne maîtrise pas, qu'on subit et qu'on est obligé d'accepter. Donc, ouais, patience et puis on courbe un peu les chines en attendant que ça aille mieux et on profite en attendant d'autres expériences. Laetitia, au début, tu as dit au début, j'avais pas de stratégie. Mais ça veut dire qu'au final, après, tu as commencé à en développer une. Bah, en fait, ma seule stratégie, c'était réussir. Voilà, très clairement, je trouve que la société est quand même très dure par rapport à la place sociale, notamment au niveau professionnel. Et moi, j'avais vraiment, j'avais en tout cas cet objectif-là, quoi. Donc, j'avais pas de stratégie, mais j'avais un objectif. Pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, réussir, ça voulait dire arriver sur un poste un statut. Voilà, un statut cadre, être sur un poste de direction. Pour moi, c'était ma réussite personnelle à moi et c'était une façon d'être acceptée dans un milieu qui parfois est très dur par rapport au niveau social. Donc, est-ce qu'il faut avoir une stratégie ou est-ce qu'il faut accepter que des fois, on ne maîtrise pas ce qui se passe? Faut les deux, mais moi, j'aime bien maîtriser quand même un peu. C'est plus confort. C'est plus confort, le contrôle, la maîtrise, voilà, quand même. Oui, on aime bien ça, tout le temps. Parfois, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on court, on reste déterminé, mais moi, je préfère contrôler quand même un peu, quoi. Quand je peux. Quand tu peux. Alors, qu'est-ce que, selon vous, si on prend un peu de recul maintenant, si on s'interroge sur vos parcours respectifs, qu'est-ce que vos parcours rendent possible pour les autres femmes, à votre avis? Comment vous voyez les choses? Si on se projette un peu. Qu'est-ce qui doit changer pour que des femmes osent plus? Quelle est la projection qu'on peut avoir sur vos parcours? Parce que finalement, moi, je vois des similitudes dans vos parcours. Hein. C'est juste avoir une visibilité pour que les femmes se disent que tout est possible, en fait, et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc voilà, montrer que ça existe et que oui, c'est possible et que personne ne se mette de barrière, quelle que soit son origine, son parcours, et oui, c'est possible. Et peut-être pas se demander si on est à la hauteur avant d'avoir essayé, quoi. Oui, c'est ça, là, souvent on dit, c'est rigolo que vous le disiez ça, parce que souvent on dit que quand on veut aller à un poste qui est donc au-dessus de celui qu'on a, on se dit, nous, généralement les femmes se disent, oh là là, mais moi j'ai pas les compétences pour aller au poste. Mais on m'a fait la réflexion la semaine dernière, on m'a dit, mais en fait, si on vous demande d'aller à un poste, c'est précisément parce que vous n'avez pas encore toutes les compétences, sinon vous allez forcément à la marge du dessus. Et donc, il y a cette espèce de regard un peu inversé qu'il faut avoir. Si j'ai toutes les compétences pour aller dans le poste, je ne vais rien apprendre finalement. J'ai rien à apprendre, donc c'est pas intéressant. C'est pour ça qu'il faut essayer. Enfin, faut pas se demander si on est à la hauteur, il faut essayer. Et après, de toute façon, quand bien même on échoue, parce que parfois ça arrive, les échecs, on apprend toujours d'un échec. Donc, peu importe quelles vont être vraiment les conséquences en soi. Donc, une fois qu'on a pesé vraiment le pour et le contre, moi, je suis plutôt du parti pris d'essayer. Et puis après, on se pose les questions si ça va pas. Mais... on essaye, mais on se donne les moyens, j'entends quand même. Hein. C'est pas juste super, j'ai une opportunité, j'y vais et puis on verra bien. Il y a quand même ce côté, je me donne les moyens d'aller. Oui, il faut mettre tous les moyens de son côté pour y arriver. Parce que je me pose la question en te regardant, mais je me dis que quand d'un seul coup on doit accueillir une visite ministérielle la première fois, on doit se dire, oulala, et très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Mais là, on fait appel à ses collègues, on fait quoi? Alors oui, sur le protocole, on est 2, donc on fait appel à son collègue, à sa collègue. Et puis, non, mais on prend sur soi, on y va, on se jette dans le bain. Et
Et puis au pire, je vais pas mourir. Enfin, voilà, Ouais, on il va rien se relativise, passer. on respire, et puis on y va. Et puis il y a une première fois, et puis il y a une deuxième fois, puis ça devient quelque chose d'infiniment banal, en définitif. Donc non, le tout, c'est de se faire confiance. Voilà, je pense que ça, c'est hyper important. Et à un moment donné, il faut aussi se faire confiance. On a le droit de douter, on a le droit de paniquer, et puis on a le droit de se faire confiance et de se dire, on est capable, et quand bien même, si ça ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc ça, c'est un peu la lecture, si tu regardes ton parcours, de ce que les autres peuvent projeter sur toi. Que c'est possible. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ouais. Non. Même quand on n'a pas confiance en soi au Même quand départ. on n'a pas confiance en soi au départ, et même quand il y a des remises en question permanentes, tout reste possible. Il faut aussi se faire confiance. C'est paradoxal, mais en même temps, je pense qu'il faut un petit peu de tout, quoi, pour arriver à dépasser ses peurs, à dépasser ses doutes, ses angoisses. Il faut aussi arriver à se faire confiance, être entouré. Parce qu'on a aussi autour de nous, on a chacune des personnes qui sont là pour nous booster, pour nous dire si, mais tu dois le faire. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont boosté en me disant on croit en toi, il faut absolument que tu y ailles, il faut que tu te fasses confiance. Donc voilà, il faut aussi se reposer sur son entourage. Je pense que c'est important aussi, de faire confiance aussi un peu aux autres, quoi. Claire, qu'est-ce que ton parcours rend possible pour les autres ? Alors, mon parcours, je ne sais pas. En tout cas, moi, je milite pour moins de normes implicites sur ce qu'une femme doit faire ou doit être. Parce qu'effectivement, a priori, on a à peu près les mêmes compétences, capacités avec du boulot sur beaucoup de métiers. Plus de diversité dans les modèles visibles pour que les filles puissent se dire très tôt oui, c'est possible. Mais on pourrait l'inverser aussi. Alors là, on est chez les Lyonnes, mais avec les garçons. Les garçons qui veulent s'occuper de jeunes enfants en France, c'est compliqué parce qu'ils ont que des modèles féminins. Enfin voilà. Donc oui, ouvrir le champ des possibles, donc plus de modèles bien visibles, pas attendre d'être prêt, accepter de construire en avançant, donc de lâcher un petit peu la stratégie, mais lâcher aussi, parce que c'est souvent quand on agit qu'on se rend compte qu'on est capable et puis que le doute recule. Pas avoir peur de l'échec, mais ça a été dit, se planter, c'est aussi avancer, s'entourer. Voilà, je pense que C'est ça, déjà pas ça mal. fait beaucoup. Nous, ce qu'on dit beaucoup aux jeunes, qu'ils soient filles ou garçons, on les insécurise, je pense, beaucoup en ce moment, en leur disant que le monde est Oui. VUCA, le fameux volatile, incertain, etc. Alors maintenant, on a même un nouveau mot qui est encore pire. Et en fait, je leur dis, mais vous aussi, le monde bouge, ok? Mais vous aussi, vous allez bouger. On n'a pas envie des mêmes choses à 20, à 30, à 40 ans. On ne sait pas à l'avance et heureusement qui on va rencontrer, ni sur le plan personnel, ni sur le plan professionnel. Et il faut aussi faire confiance à la vie. Donc, Laetitia a beaucoup parlé de se faire confiance, mais nous on travaille aussi beaucoup sur, oui, cet optimisme, pas l'optimisme niais, mais l'optimisme de faire confiance aux autres, de faire confiance à la vie et d'être résilient et d'être capable de... On ne sait jamais ce qui va nous arriver à l'avance. On leur dit quand même très clairement qu'a priori, il ne va pas arriver que des trucs forcément très très chouettes. On sait aussi qu'il arrive dans une vie des trucs. Et que pour autant, tout ça, ça aide à avancer. Donc, et heureusement qu'on ne sait pas d'ores et déjà à 20 ans, enfin l'âge où on les a, ce que va être la vie. Donc, on apprend à être aussi optimiste, à saisir les opportunités. Voilà, donc j'ai envie de dire, ouais, le tout est possible. J'aime bien, donc c'est pas le tout en majuscule où tout est possible. S'ils me disaient tous qu'ils voulaient partir sur la Lune, je serais quand même très embêtée. Mais en même temps, quand on écoute les gens, ils n'ont pas ces envies-là forcément, quoi. C'est vrai. Donc voilà. Alors, pour conclure sur le tour de table, alors, à celles qui hésitent aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez comme message à leur donner. Et surtout, en un mot, si on devait exploser un plafond de verre, pour vous, en un mot, qu'est-ce que c'est ? La question finale. Dites pas que vous n'êtes pas préparé, vous aviez la question avant. Faites pas... Non, je le dis parce que là, on a l'impression, on se dit, oulala, heureusement que c'est pas moi qui réponds. Là, elles ont préparé, elles ont travaillé ces défis. Moi, c'est une phrase, n'hésitez pas à foncer. Le mot, c'est oser. Voilà. Oser. N'hésitez pas à foncer, oser. Catherine ? Un seul mot. Foncez. Allez-y. Ouais. Et est-ce que vous auriez envie de dire aux femmes qui doutent ?
on ne viendra pas forcément vous chercher. Il faut prendre la place, en fait. Il faut pas se mettre de barrière. Moi, personnellement, je m'en suis jamais mise et ça me rend triste de me dire que certaines peuvent s'auto-censurer si on a une envie. Il faut la vivre pleinement. Alors, c'est un peu facile à dire comme ça, mais je crois qu'il faut croire en soi. Oui, l'intention est importante. Oui, l'objectif. Ouais. Claire, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à celles qui hésitent? Et en un mot, exploser le plafond de verre, c'est quoi? Alors, j'aurais le même mot que Laetitia, je pense que c'est oser. Et au risque de me répéter, ne pas trop réfléchir et se faire confiance. Mais oser, effectivement, oser. Alors on repart. Au pire, on se plante. Au pire, on se plante. Ouais. En fait, à vous écouter, on ne s'est pas beaucoup planté. Non, mais on dit tout le temps, au pire, on se plante, mais en fait, on ne se plante pas. Ah bah si. Moi, je voulais des plantages. Je vais vous donner des plantages. Alors, j'ai bossé dans la fonction publique et moi, pour le coup, ça m'allait pas du tout en termes de... Alors, c'était sur une collectivité locale. Le boulot était très intéressant, mais la vitesse me correspondait pas du tout. Donc, c'est pas un plantage, mais au bout de 6 ans, quand on m'a dit, allez, tu passes le concours de place concours, j'ai dit surtout pas, je me suis sauvée ailleurs, sans être fâchée avec les gens, mais voilà. Gros poste dans l'enseignement supérieur, on me faisait faire des choses auxquelles je ne croyais plus. Voilà, donc ça peut être un peu un plantage. Alors, ce qui est un plantage aussi te donne de l'énergie pour faire autre chose. Voilà, si j'ai monté une boîte, au bout de 5 ans, on a revendu, on était les pionnières, parce que j'étais avec deux associés des crèches d'entreprise, on en a monté des chouettes à Lyon, puis on a vu des gros groupes style Sodexo, Sodexo, s'il y a des gens arrivés et qui géraient ça un peu comme on gère les restaurants d'entreprise, c'était tellement loin de ce qu'on voulait faire, on a revendu un gros groupe de crèches, bon, plantage, je suis pas allée au bout de mon truc. Mais du coup, c'est pas grave, j'ai appris des tonnes de choses. Plantage, l'année dernière, je devais racheter des locaux, on avait fait tout un collectif pour acheter les locaux où on était, on l'a pas eu, on est arrivé deuxième. Effondrement, à Noël, je pleurais l'an dernier. Et puis, en fait, j'ai trouvé un lieu encore mieux. J'ai trouvé une communauté toute faite. Donc, en fait, voilà, si, des plantages, il y en a plein, mais des plantages qui t'aident à rebondir. Et je pense qu'en fait, la peur de se planter est de moins en moins forte quand tu te plantes et que tu vois que tu rebondis. Alors, on appelle ça résilience, on appelle ça comment, mais on rebondit, quoi. Je sais plus, je crois que c'est Laetitia qu'on parlait. So what, quoi. Tant pis, on fera autrement, on fera autre chose. Par contre, je pense que quand on est tenace ou quand on a vraiment un objectif, on nous fait sortir par la porte, on rentre par la fenêtre, puis c'est pas grave, on continue. Merci Claire, merci à toutes les trois. C'est une belle phrase de conclusion. On peut applaudir nos intervenantes. Merci. Merci à toutes les trois d'avoir partagé vos parcours sans filtre et justement en essayant de poser les masques et en essayant de dire les choses et de dire ce qu'on ne dit pas toujours ailleurs. Merci beaucoup à Claire de s'être rendue disponible dans des circonstances un peu compliquées et d'avoir réussi à faire à distance, même si tu ne pouvais pas être parmi nous aujourd'hui, mais vraiment là, tu as été vraiment parmi nous. On a l'impression que tu es avec nous parce qu'en plus, sur l'écran, tu es quasiment assise dans la salle avec nous. Donc, mais en tout cas, merci d'avoir rendu possible les choses. Pour boire le verre, je vais pas être avec vous. Et, écoute, on boira pour toi, c'est promis, on boira à ta santé, merci, on boira pour gentil. Toi. Merci beaucoup. Vas-y, je t'en prie. Et pour la petite histoire, au Danemark, ils dînent à 18h. Ah. Donc, en plus, ils comprenaient pas du tout pourquoi j'allais travailler une heure pareille, quoi. Ah oui, c'est ça. Et en plus, on t'a fait rater le souper, donc du coup, tu vas... Non, ils m'ont mis de côté, c'est bon. Ah bon, ça va. En tous les cas, voilà, merci d'avoir partagé vos parcours. Je retiens quand même que finalement, plafond de verre, c'est plutôt les autres qui nous le renvoient que ceux qu'on se met à soi. Donc, il faut arriver à les déplacer, à les bousculer. Je retiens, moi, quand même, que vous avez des trajectoires qui me semblent, en tout cas, des enseignements qui sont assez similaires. C'est-à-dire que voilà, il y avait une intention, il y avait
des objectifs, il y avait une volonté d'avancer, et finalement, on trouve son chemin, on trouve sa méthode, mais vraiment, il faut le redire, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile de regarder quand on arrive là où vous en êtes aujourd'hui, mais finalement, le chemin, il était, voilà, il y a eu des embûches, il y a eu des difficultés, et ça s'est pas fait tout seul. Donc ça, c'est quand même, c'est un enseignement fort, parce qu'on a toujours l'impression que les gens, quand ils réussissent, on a l'impression qu'ils réussissent facilement. Et il y a encore du travail une fois qu'on a réussi. Ouais, mais vas-y, dis-le dans le micro, c'est mieux. Non, je dis, il y a encore du travail, même quand on a réussi, on continue, on s'arrête pas. Hein. On s'arrête pas. Non, Catherine voulait réagir. Oui, le travail, évidemment qu'il en faut pour y arriver, mais il faut quand même dire que c'est possible, que c'est accessible en fait, Ouais. que on est, moi en tout cas, je suis pas Wonder Woman, je suis une femme comme une autre qui a eu une envie et qui a été déterminée à arriver là où elle voulait, mais néanmoins avec effectivement un peu de travail. Et qui est pas du tout insurmontable, on peut y arriver et c'est possible qu'on arrête de nous voir comme des super-héros. Des super-héros. Non, c'est pas le cas. On va garder quand même un petit peu l'image de super-héros. Oui, c'est sympa d'avoir cette cape-là. Mais on a compris que donc demain, on peut tous s'inscrire à l'école d'aviation pour devenir pilote. Venez, allez dans les aéroclubs. Et Catherine nous donnera des cours du soir pour pouvoir compléter si on n'arrive pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Et on va poursuivre la discussion et les échanges juste après. Merci infiniment. Merci.